Nabine, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! J'étais comme, va-tu le dire? Va-tu pas le dire? Je me demande si les gens ont dit préféré à ma place. Je pense que oui. Tellement de monde qui me disent qu'ils le disent à chaque fois en même temps que toi. Oui, quand on avait fait le podcast live au Festipod, les gens l'avaient dit en même temps que moi. Puis j'avais le goût de verser une larme. Avec C'est touchant. ma chiasse. J'ai dit ça. T'as dit ça. J'ai dit ça. Écoute, je veux vous avertir, je suis vraiment fatiguée. Vous pardonnerez tout ce qui va sortir de ma bouche. Oui, Voilà. Hélène a dormi 3 heures. Elle a un pied qui s'est échappé un portable dessus. Ta fille était malade cette semaine? Ouais, t'es un peu malade. Mais là, Hélène, elle s'en va dans un chalet avec son chum, son enfant. Oh, yeah. Elle m'a dit, et je cite, « On va être tout nus tout le temps. » Fait que là, sachez qu'elle est censée éditer cet épisode-là ce week-end. Donc, cet épisode-là va être édité tout nu. Voilà. Ça va être ça. Sachez que, voilà. Les choses qu'on dit. Oversharing. J'ai un shout-out à faire qui m'a été demandé au mois de juin. Mon amie Val, enfin, je le fais. Elle m'a demandé parce que son amie Camille, elle nous écoute religieusement apparemment. Elle nous aime beaucoup. Puis apparemment que Val elle m'a dit qu'elle arrête absolument tout ce qu'elle fait quand il y a un épisode de Crime de Mine qui sort pour pouvoir l'écouter. Oh. Donc, je sais pas si tu travailles, mais faut que j'aille prendre une pause. Merci beaucoup, Camille, de nous écouter. C'est vraiment gentil. Et Val, sache que Val, elle a vraiment essayé. Elle m'a demandé le jour qu'on venait juste d'enregistrer nos derniers épisodes pour l'été. Fait que j'avais dit, rappelle-moi à l'automne, parce qu'on va recommencer à enregistrer. Et j'ai oublié quelques fois. Désolée. Je suis vraiment contente que tu nous écoutes, Camille. Fait que merci beaucoup. Et merci à Val d'être une bonne amie. Oh. C'est vraiment une bonne amie, Val. Elle est fine. Elle est fine, on l'aime. Aujourd'hui, je te raconte, Hélène. Qu'est-ce que tu me racontes? Le chat. Le chat? Le chat. Richard le chat Blas. Qui nous a été suggéré via notre site web par Michael Florent. Donc, merci beaucoup, Michael, de nous avoir Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont... Ah oui? Qui nous ont demandé celle-là, qui nous l'ont suggéré. Je sais que je l'avais sur ma liste de... Je sais pas qui me l'avait... Ah ouais? Ouais. Bon, merci à tous ceux qui nous ont suggéré l'histoire parce que ça faisait longtemps qu'elle était sur ma liste aussi. Je savais pas qu'elle était sur la tienne. Et c'était une histoire le fun à écrire quand même. Le gars, c'est un intense. Là. L'histoire est captivante, vous allez voir. Okay. Donc, Richard le chat Blas naît dans le quartier Villeray à Montréal le 23 octobre 1945. Il a 2 frères plus vieux que lui. Leur mère les élève toutes seules parce que leur père, Archie Blas, les quitte quand Richard est encore enfant. Probablement une bonne chose parce que cet homme-là a été décrit à l'époque comme un alcoolique agressif. Voilà. Et apparemment que la mère a enduré beaucoup trop de choses. C'est quand même intense. Ouais, fait que finalement, elle était mieux tout seul. Ouais, Claude Poirier dit que cette femme-là, c'était une sainte. Oh. D'ailleurs, j'ai oublié de nommer mes sources, mais Le Devoir, les archives de Radio-Canada et le documentaire Tout le monde en parlait, où ils ont interrogé Claude Poirier qui connaissait le chat, personnellement. Ah ouais. Fait que, tout le temps, comme c'est ça. Tout le temps, partout. Ouais, Claude. Je le cite plusieurs fois dans l'épisode, vous allez voir. Donc, maman élève ses 3 garçons du mieux qu'elle peut en travaillant à temps plein comme secrétaire d'un comptable. Richard est de loin le préféré de sa mère et ils ont une très belle relation, même si plus tard, elle va abandonner le nom Blas et elle va reprendre son nom de jeune fille pour qu'on ne l'associe pas à ses fils. Oh! It's that bad. Bien qu'il soit le cadet de la famille, Richard est perçu comme le leader de la famille parce que c'est un dur. Selon Claude Poirier, il n'est pas très grand et il a le complexe du petit homme, aussi appelé le complexe de Napoléon. Oh! J'ai googlé le complexe de Napoléon parce que, on sait tout un peu, mais ça dit « C'est un complexe d'infériorité chez les petites personnes qui se manifestent par un comportement agressif ou une ambition excessive pour compenser leur taille. Ça pourrait être aussi genre le complexe du Chihuahua. Ouh! J'avais pas pensé à ça.
Richard est aussi décrit comme étant rancunier et pas très brillant. Encore une fois, les mots de Claude Poirier. À l'adolescence, Richard développe des comportements agressifs et devient super arrogant. Il est de loin le plus dangereux de ses 3 frères. Sa mère l'inscrit à la boxe après l'école pour qu'il puisse canaliser sa colère. Il se met à faire des matchs amateurs, puis c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qu'il est très mauvais perdant. Oh! En plus de toutes ces belles qualités que tu m'as déjà nommées. Il y a une fois, après avoir perdu un match amateur contre un autre adolescent de son âge, Michel Gouin, Richard le suivait à l'extérieur puis il l'a attaqué à coups de couteau. Hey. Il était gravement blessé, Gouin, et il a porté plainte. Donc, Richard a plaidé coupable pour agression avec une arme puis il a obtenu une grosse sentence d'1 nuit en prison. Oui, OK. Voilà. J'allais dire 6 mois. Non. Une nuit. Eh boy. À la suite de cet événement-là, la mère de Richard, elle savait comme plus quoi faire avec son fils qui était bien trop turbulent. Elle l'a donc envoyé dans une école de réforme qui s'appelle l'Institut Mont-Saint-Antoine, qui était situé sur le boulevard Maisonneuve au coin de Berry. Cet institut-là n'existe plus aujourd'hui, mais c'était géré à l'époque par des religieux, puis c'était un institut qui était destiné aux jeunes délinquants pour qu'ils évitent la prison. OK. C'est ça la description de l'établissement, c'est pas mes mots. Dans les archives de Radio-Canada, on voit des images des cahiers scolaires de Richard dans lesquels il faisait des collages. Oh, OK. Ça sonne normal, un petit collage d'adolescent, mais lui, il collait des photos de ses idoles. Ses idoles? Al Capone, Bonnie and Clyde, Monica la mitraille, entre autres. Okay. Tous des bandits de grande renommée. Richard Blass a l'ambition de non seulement leur ressembler, mais aussi de les dépasser. OK. Il veut faire une grande carrière criminelle, mais surtout, il veut être connu. Ben écoute, au moins, il y a des ambitions. Ben voilà. Chacun ses ambitions. À sa sortie de l'école de réforme, il commence à faire des petits vols. Ça commence tout petit dans les commerces, puis son équipe grossit, puis ils finissent par faire des gros vols de banque. Il se fait souvent prendre, puis il fait plusieurs courts séjours en prison avec ses acolytes. Et, fait intéressant, à chaque fois qu'il est en prison, il écrit tout le temps des lettres à sa mère. Et sa mère, elle lui répond toujours. Il reste vraiment proche. Okay. Rapidement, Richard Blass est connu des policiers puis des médias. Donc, son rêve se réalise d'être connu. Il lui donne d'ailleurs le surnom du chat parce qu'il semble avoir 9 vies. Je te raconte pourquoi. Je me demandais pourquoi on l'appelait le chat. Il meurt jamais. C'est ça le point. Donc, son début de carrière, comme je l'ai mentionné, Blass, il se monte une gang, puis il commence par faire des petits vols, et ça se rend jusqu'à des vols de banque. Cependant, on est dans les années 60, donc la mafia montréalaise, sous le règne des Cotroni, Cotroni dont on parle beaucoup dans ce podcast. Vous pouvez écouter notre épisode bonus du mois d'août. Oui. Pour plus d'informations sur Vic Cotroni. Et voilà. On dirait que tu vends quelque chose. Elle a utilisé le code Hélène 10 pour 10% de rabais. Donc, c'est ça. C'est le règne des Cotroni qui est donc la mafia. J'ai perdu tout le fil. Moi. Je vais relire la phrase. Cependant, on est dans les années 60. Donc, la mafia montréalaise, sous le règne des Cotroni, contrôle activement la majorité de la ville de Montréal. Ça veut dire que quand tu braques une banque, tu dois donner une cote de ton butin à la mafia. C'est même ça marche. Okay. À la fin des années 60, Blass, lui, il en a assez. Il déclare ouvertement la guerre aux Cotroni. OK. Simple de même, lui. Il va même jusqu'à se vanter qu'il va tuer Frank Cotroni et ses associés, les frères Vincenzo et Joe Di Donc là, la mafia prend ça. La guerre commence. Le 4 mai 1968, les Cotroni tuent 2 des hommes de Blass, Gilles Bienvenu et Albert Ouimet. 3 jours plus tard, le 7 mai, Blass et son complice, Robert Allard, ils se rendent chez Frank Cotroni. Ils tirent sur la maison dans le but de l'abattre. Mais ces 2 gardes du corps sont atteints et meurent sur le champ. Mais Cotroni, lui, réussit à s'échapper. OK. Ça, c'est Frank. C'est pas Vic. Non. Le même jour, Roger Larue, un autre membre du clan de Blass, est tué. Ça va vite, là. La guerre entre les 2 gangs se fait ressentir partout dans la ville. Les gens ont peur, puis avec raison. Les balles se font aller tout bord, tout côté, puis, comme on peut se l'imaginer, il va y avoir des victimes innocentes. Entre autres, le 27 mai, Giuseppe Colisa. Il est tué par 5 balles dans la tête. On le soupçonnait d'être un motard parce qu'il fréquentait un bar qui appartenait à la mafia sur la rue Saint-Zotique. Malheureusement pour lui,
C'était juste un Italien. C'est tout. Chillé là. Il avait absolument rien à voir avec les gangs de rue. Il aimait juste aller à ce bord-là. Dans les journaux de l'époque, on identifie Colisa comme étant la 13e victime de ce règlement de compte dans ce qu'ils appellent la pègre montréalaise. Donc là, la mafia veut la mort de Blas, mais ça marche moyen. Parce que c'est un chat. Voilà. Donc, je vous raconte d'où vient le surnom Le Chat. Oh, OK. Frank Cotronny a tenté par 4 fois de tuer Blas. OK. Mais il s'en sort tout le temps. Première fois, le 24 août 1968, il y a 2 tueurs à gages qui entrent dans le bar où Blas prenait un verre. Ils lui tirent directement dessus. Il est touché à quelques reprises, mais il s'enfuit et il survit. La deuxième fois, qui se passe 2 semaines plus tard après ça, Blas, il se trouve dans un hôtel qui s'appelle le Manoir de Plaisance, qui se trouve près du lac Lachigan à Saint-Hippolyte. Des hommes de Cotronny s'y rendent et y mettent le feu dans le but de tuer Blas. Malheureusement, il y a 3 personnes innocentes qui ont péri dans l'incendie, dont, c'est vraiment triste, un couple de jeunes mariés, monsieur et madame Maurice Richard, âgés respectivement de 22 et 19 ans. Oh my God. Qui ils venaient juste passer leur première nuit de noces à l'hôtel. Et aussi Gaétane Gagné, qui est une jeune femme de 25 ans. Évidemment, Blas, lui, s'en sort indemne. La 3e fois, juste un peu après ça, en septembre 68, il y a des mafiosos qui tirent sur Blas en plein jour pendant qu'il marchait sur la rue Saint-Hubert. Mais ils ne réussissent pas à l'atteindre. La 4e fois, c'est le mois d'après, en octobre 68, il y a Joe DiMolo qui se rend lui-même dans un garage où se trouve Blas puis son partenaire Claude Ménard. DiMolo réussit à atteindre Blas 4 fois à la tête. Ménard, au volant d'une voiture, embarque Blas puis défonce la porte du garage pour s'enfuir. Blas est ensuite hospitalisé pour ses blessures puis il survit. 4 balles à la tête? Mais voyons. Un procès a eu lieu pour cet incident-là parce qu'on sait c'était qui, mais à la cour, Blas, il fait semblant de ne pas reconnaître Joe DiMolo. Sûrement parce qu'il veut pas comme encore plus se mettre dans la merde avec la mafia. Puis genre, il snitch pas. Non, c'est ça. Même si c'est ses ennemis. Même s'il veut les tuer, mais d'après moi, il veut les tuer lui-même. Ouais, c'est il veut avoir le crédit parce que lui, il veut juste être célèbre. Donc, DiMolo, il peut pas être accusé parce qu'ils n'ont pas de preuves, donc il est relâché. Et là, en janvier 69, Blas puis sa gang, ils tentent de braquer une banque à Sherbrooke. Mais le plan échoue. Blas, il tire maladroitement sur un policier pendant qu'il prend la fuite. Mais d'autres policiers l'attrapent. Il est aussitôt arrêté et détenu à la prison de Bordeaux en attendant son procès. Bon. C'est le sergent-détective Albert Lissacek de la Sûreté du Québec qui mène toutes les opérations qui ont pour but de capturer Blas et sa gang depuis déjà plusieurs années. C'est donc lui qui a le bonheur de passer les menottes à Blas. Il est vraiment content de l'avoir enfin attrapé. Le sergent Lissacek est connu partout au Canada. Il est connu pour avoir un air de dur et pour avoir toujours sa mitraillette à la main. Il est perçu comme le plus dangereux policier au Canada et on le surnomme le Kojak québécois. Le Kojak? Oui, j'ai fait Kojak? Ma question aussi. Ouais. J'ai fait une petite recherche. Le thème vient de la célèbre série télévisée américaine Kojak, qui a été diffusée dans les années 70. Le personnage principal, le lieutenant Theo Kojak, est un policier new-yorkais chauve connu pour son attitude de dur mais futé. Et Lissacek est chauve aussi. OK. Je pense que c'est l'air de dur, le policier. Ouais. Voilà, c'est un tough. J'ai pas écouté la série, mais... Voilà. Donc, Lissacek est une légende parce qu'il s'est retrouvé à gérer les plus grands cas du Québec, dont le FLQ, Jacques Mesrine, Monica Lamitraille, Frank Cotronny et bien sûr Richard Le Chat-Blas. Wow. Donc, il a géré beaucoup les plus grands cas du Québec. Oui. Il est malheureusement décédé d'un cancer le 20 novembre 2012 à l'âge de 79 ans. Donc, à l'époque, toujours en vie, je reviens à l'histoire. Donc, Lissacek était craint de tout le monde, surtout des bandits, puis il connaissait très bien Blas. D'ailleurs, il paraîtrait que Blas lui aurait déjà craché au visage. Des bons ennemis. C'est pour ça que Lissacek était vraiment heureux de finalement arrêter Blas. Il a même escorté lui-même à son procès. Et quand le procès a lieu, ça se passe pas super bien pour Blas. La couronne veut faire déclarer Blas comme étant un criminel d'habitude.
Ça veut dire qu'elle demande au tribunal de le reconnaître officiellement comme un récidiviste dangereux. OK. Ça fait en sorte que le juge peut imposer une peine beaucoup plus lourde. Blass et son avocat, maître Frank Schuffy, ils veulent à tout prix éviter ça, donc ils font un deal avec la couronne. Blass va plaider coupable à condition de ne pas recevoir la mention de criminel d'habitude. Okay, ouais. Le juge est d'accord. Cependant, avant que le juge puisse déclarer l'entente officielle, il meurt subitement. Le juge? Oui. J'ai pas plus de détails. OK. J'ai pas plus de détails. Fait que là, le deal tombe à l'eau, puis un nouveau juge est attitré au cas. Donc, le nouveau juge, lui, il veut rien savoir de l'entente qui a été prise entre les deux parties. Blass finit par être condamné à 4 peines consécutives de 10 ans de prison. Il est incarcéré au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, qui a fermé ses portes en 83, by the way. Oui, ça me dit rien, ce nom-là. Non. Terminé. Et là, est-ce que c'est la fin? Mais non, c'est pas la fin. Mais non. Quelques mois plus tard, c'est la crise d'octobre. Richard Cross et Pierre Laporte sont enlevés par le FLQ. Blass voit une opportunité, puis tente de profiter de cette situation-là. Okay? Il propose au directeur du pénitencier de prendre en otage d'autres felkistes emprisonnés avec lui. Ah. Et son plan est de les tuer si le FLQ libère pas Cross et Laporte. OK. Lui, il est comme, on va répondre. J'ai un deal. Prise d'otage, on répond par une prise d'otage. Exactement. Fait que là, Frank Schuffy, son avocat, il est convoqué en pleine nuit par le directeur du pénitencier parce que son client, Blass, veut le rencontrer pour lui expliquer son plan. Et là, le directeur du pénitencier, on comprend pas trop pourquoi, mais il collabore avec Blass. Puis, tu sais, il permet d'appeler son avocat en pleine nuit. Ouais. Il a quand même l'air de vouloir mettre le plan en exécution, Ouais. mais finalement, ce sera pas mis en exécution, ce plan-là. Thank God, c'est un plan de merde. Oui, c'était vraiment un plan de merde. Le 17 octobre 69, Blass s'évade pour la première fois lorsque lui et 7 co-détenus ils ont maîtrisé un gardien de prison puis se sont échappés du fourgon dans lequel ils étaient transportés vers le tribunal. 2 jours plus tard, Blass est arrêté après qu'un appelant anonyme ait informé la police qu'il se cachait dans l'appartement de sa femme sur la rue Fabre. Ah, l'appartement de sa femme à lui? Oui. Il y en a eu quelques-unes. Mais il s'est pas forcé pour se cacher, là. Non. Il est allé chez sa femme. C'est un peu la première place où j'aurais regardé, là. Voilà. Donc, de retour au pénitencier de Saint-Vincent-Paul. Et là, en prison, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Schuffy, Blass écrit une lettre au solliciteur général du Canada, Warren Almond, pour dénoncer ses conditions de détention. Donc, le Schuffy, il prend la lettre, s'exécute, l'envoie au solliciteur général. Il appelle le solliciteur général à 12h55 du matin, puis il lui lit la lettre de Blass. OK. Dans sa lettre, Blass demande entre autres que les médias puissent venir le visiter au pénitencier parce qu'il veut dénoncer les piètres conditions de détention dans lesquelles il vit. Il spécifie que s'il n'obtient pas cet accès et des meilleures conditions, lui et son co-détenu, Roussel, vont tuer des victimes innocentes. C'est une petite lettre chill. OK. Contre toute attente, Warren Almond cède aux exigences de Blass. Donc, probablement que je ne sais pas exactement de quelle manière. Probablement qu'il a essayé un peu d'améliorer les conditions de vie dans le pénitencier. J'ai vu des photos dans le documentaire. Il y a des images du pénitencier. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas pour rien qu'il a fermé celle-là. Exactement. Après quelques temps, Blass dit que ses conditions ne se sont pas améliorées. Et il écrit une deuxième lettre au solliciteur général. Et là, il devient super violent. 5 ans plus tard, le 23 octobre 1974, le jour de sa fête, il commet sa deuxième évasion du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Il reçoit la visite de son fils Yves, 9 ans, en prison. Yves est apparemment accompagné d'une femme. C'est un peu bizarre, cette partie-là. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y a le film aussi... j'avais oublié de le mentionner. J'ai écouté le film avec... j'allais dire Roy Dupuis parce que c'est toujours Roy Dupuis, mais c'est pas Roy Dupuis cette fois-là. C'est Gildor Roy qui joue Blass. Mais en tout cas... C'est drôle, par exemple, parce que Gildor, il est vraiment grand.
Puis Blas, il était vraiment Ah, petit. c'est vrai? Oui. J'ai pas remarqué dans le film. C'est moi qui ai essayé de cacher. Oui. Donc, là, moi, la version de l'histoire que j'ai, c'est que Yves, le petit garçon de 9 ans, est accompagné d'une femme, Justine de Reich. Et ça, c'est la maîtresse du célèbre bandit Jacques Messrine. Ah. Et elle a sur elle 3 revolvers qu'elle donne à Blas. OK. Et là, Blas brise la fenêtre de la salle des visites de la prison, les prend, puis s'évade avec d'autres co-détenus. Dans le film, la Gilderoy est en train qui joue Blas, est en train de parler avec son fils. Ouais. Puis plus loin, quelques fenêtres plus loin, il y a un autre détenu qui parle avec cette femme-là. Puis c'est cette femme-là, plus loin, qui donne l'arme à la personne à qui elle parle. Puis l'homme, de l'autre côté, il tire un gun à Blas. OK. Puis il dit genre, let's go, on s'en va. Fait que tu sais, je sais pas exactement. C'est fictif, le film. Là. C'est pas. Ouais, c'est pas 100%. C'est pas la vie de Blas. Ça s'appelle Requiem de. Ça s'appelle. Requiem pour un beau sans cœur. Comme ça que ça. Pour un beau sans cœur. Requiem. Requiem pour un beau sans cœur qui est sorti en 92. OK. Donc, c'est ça. Il y a 2 versions. Bref, dans tous les cas, il s'évade. Encore. Donc, le Blas, qui est libre comme l'air, voulait tuer Raymond Lorrain et Roger Lévesque, qui avaient tous 2 participé au braquage de banque en 69, puis ils avaient témoigné contre lui. Ah, qui étaient ses amis à l'époque, dans le fond? Exactement. Donc, il les a retrouvés tous les 2 dans un bar le 30 octobre 1974, puis il les a abattus. Oh. Ensuite. Ouais, tu veux pas être dans les mauvaises grâces de ce gars-là. Non, parce que de toute façon, il tue n'importe qui, n'importe comment. Et la preuve de ça, c'est que le 21 janvier 1975, vers minuit, Blas et son complice Fernand Baudet se rendent au bar Gargantua, qui est sur la rue Beaubien-Est. C'est là qu'ils avaient l'habitude de se tenir avant d'aller en prison. Cependant, cette fois, ils ne s'y rendent pas pour prendre un verre. Ils entrent dans la place. Ils tuent le gérant. Ah. Et ils enferment 12 clients innocents, 10 hommes et 3 femmes, dans une petite pièce de stockage à l'arrière du bar. Blas et Baudet barrent la porte avec un cadenas. Ils mettent un jukebox devant la porte pour s'assurer que personne ne puisse sortir. Ils aspergent les lieux d'essence, puis ils mettent le feu à l'établissement avant de quitter. Avec les gens enfermés dans une pièce? Ouais. What the fuck? Les prisonniers sont tellement entassés dans la petite pièce qu'ils peuvent même pas utiliser... apparemment, je pense que c'est Claude Paillet qui dit ça dans le documentaire, qu'il y avait des caisses de bois par terre qu'ils auraient pu utiliser pour fracasser contre la porte, mais ils pouvaient pas bouger, ils étaient collés les uns sur les autres, fait qu'ils pouvaient même pas... Ils pouvaient absolument rien faire. L'agonie a duré environ 30 minutes et l'incendie a coûté la vie à ces 13 personnes innocentes. 13? Oh my God. On appelle d'ailleurs cet événement-là dans les médias le massacre des 13. C'est horrible. Puis c'est complètement gratuit. Là. Ils connaissaient pas là, ces gens-là? Non. Je sais pas. C'est un fou. Puis il était en cavale à ce moment-là? Ouais. Okay. Et là, la police, ça en a assez. Fait que là, commence la chasse à l'homme. Blas est considéré comme... C'est drôle parce que j'ai dit ça dans notre autre épisode aussi. L'homme le plus dangereux du Canada. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est dans les années 70, puis dans le Patreon, c'était en 1931. Un peu plus tard. Bref. Donc là, l'escouade de filature de Montréal est se met à temps plein sur la recherche de leur ennemi numéro 1. On surveille les allées et venues de toutes les connaissances de Blas. Et ça va prendre 3 jours avant qu'une source révèle la cachette de Blas. Il se trouve dans un chalet à Val-David, dans les Laurentides. Donc, dans la nuit du 24 janvier 1975, il y a une escouade mixte entre la Sûreté du Québec et la police de Montréal sous le commandement du sergent-détective Lissacek qui se présente au chalet. Il est 4h30 du matin. Des agents lourdement armés entourent la propriété. Lissacek envoie le signal de feu vert. Il y a un des policiers, le sergent Jacques Desrochers, qui fracasse la vitre de la porte avant du chalet à partir du balcon. Il débarre la porte et entre dans la propriété. Il marche jusqu'à la chambre où dorment Blas et sa conjointe Lucette Smith. Le policier pointe son arme sur Blas en lui criant de se rendre. Blas dit à Lucette de sortir de la chambre. Elle s'exécute. Blas se lève, enfile une paire de pantalons. À ce moment, il y a un autre policier, Marcel Lacoste, qui arrive sur les lieux.
Selon les policiers, Blas saisit à ce moment-là avec sa main droite une carabine qui se trouvait dans un sac de hockey par terre et la braque dans le but de se défendre. Le sergent Lacoste décrit la scène, et je cite. « J'ai vu un individu accroupi sur le lit. Il s'est détourné vers moi en pointant une arme. J'ai voulu tirer, mais ma mitraillette s'est enrayée. Je l'ai rechargée et j'ai tiré 4 balles, puis le sergent Desrochers a tiré le reste. Blas reçoit un total de 27 balles. 27. Ils ne voulaient pas manquer leur coup. Le coup est tellement violent que son corps rebondit jusque dans le garde-robe de sa chambre. Il s'y effondre, inerte. Selon les policiers, Blas aurait crié « Mes hosties » en les voyant. Il s'est écoulé 2 à 3 minutes environ seulement entre l'entrée dans le chalet du sergent Desrochers et la mort de Blas. Le médecin légiste déclare que les causes de la mort de Blas sont de nombreuses perforations au niveau du crâne, du cerveau, du cœur, du foie, de l'œsophage et des poumons. Il a aussi plusieurs fractures du fémur droit. C'est donc ainsi que se termine le règne du chat. Je te montre la photo de comment il est mort. Il est à moitié nu dans le garde-robe. OK. Y avait-tu publié cette photo-là à l'époque? Oui. Je sais pas si je veux la mettre. Ouais, on le voit pas au complet. On voit comme ses jambes. Là. Ouais. Mais je comprends, tu sais, avec son historique, je comprends qu'il ait comme tiré autant. Genre, il voulait pas manquer leur coup. Genre, il meurt jamais, ce gars-là. Il y a eu une grosse polémique autour de sa mort, OK? Ouais. Surtout concernant les circonstances de son décès, là, on se demande, tu sais, tirer 27 balles sur un homme à moitié nu dans un chalet, est-ce que c'était vraiment nécessaire? N'importe quel homme, non. Richard Blas, peut-être. Je comprends qu'il ait eu peur. Ça va plus loin que ça, OK? Selon les policiers qui étaient sur place, Blas tenait une arme à feu dans sa main droite lorsqu'ils l'ont aperçu dans la chambre. Il aurait ensuite échappé l'arme par terre. Puis c'est à ce moment-là que les policiers l'auraient tiré 27 fois. Sur la photo du cadavre de Blas que je viens de te montrer dans le chalet, on voit très clairement qu'il y a un sac de hockey blanc entrouvert avec beaucoup d'armes très dangereuses à l'intérieur. Pour ceux qui s'y connaissent, mon ami Max va aimer cette partie-là. Il y a entre autres dans le sac, il y a une carabine militaire M1 capable de cracher 30 projectiles à la minute avec 2 chargeurs. Il y a un fusil américain de calibre 12 à pompe et une ceinture de munitions. Il y a diverses armes de poing, un calibre 38, un 357 Magnum et un autre de calibre 22. Je connais pas toutes, là, mais ça a l'air de... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, le sac se trouve sur le plancher à la droite du corps de Blas, ce qui, en théorie, corrobore la version de l'histoire des policiers et qui justifie les 27 balles qui ont été tirées. Toutefois, il y a 2 problèmes avec ça. 1, Blas, il est gaucher. Donc, s'il y avait à tenir une arme, ça n'aurait pas été de sa main droite, ce qui est un peu bizarre. Et 2, il n'y a aucune empreinte digitale sur l'arme qui était censée être dans sa main droite ou sur aucune autre arme dans le sac. 0 empreinte. Même que dans une entrevue en mai 2012, soit presque 40 ans après cet événement-là, Lysacek a dit que Blas n'était pas armé cette nuit-là et qu'il tenait dans ses mains une chaussette. Oh. Fait que les policiers ont juste décidé qu'ils l'exécutaient. Genre. Ouais. Fait que c'était une mise en scène pour expliquer les 27 balles. Donc là, les théories. Sur les photos, tout semble bien exposé à la vue juste à côté du corps. Selon Claude Poirier, c'est 100% une mise en scène qui justifie la mort violente de Blas par les policiers. Mais ça, il n'y a jamais personne qui a réussi à le prouver. J'ai la citation de Claude Poirier qui dit « Mon opinion est que c'est bien vrai qu'il était dangereux, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils lui ont fait son procès en lui tirant dessus. Ils ont fait pareil pour Monica Lamitraille comme ils l'ont fait pour Jacques Messrine. Blas ridiculisait la police, ils s'en sont débarrassés. » Les sages mots de Claude Poirier. Oui, j'avoue que ça se pourrait vraiment. Exactement. Il ajoute aussi qu'il ne comprend pas pourquoi Blas aurait résisté à son arrestation parce que les 2 autres fois qu'il s'était fait arrêter, il n'a pas résisté et il n'a jamais utilisé d'arme. Parce qu'il ne voulait pas mourir. Ouais. Lui, il voulait être célèbre. Il voulait être un bandit célèbre. Il ne voulait pas mourir.
Pour donner une petite timeline, là, j'ai cherché les dates exactes. Monica Lamitraille, elle est morte en 67. Blas est mort en 75. Puis Mesrine est mort en 79. Pour faire un petit timeline. Et oui, on va le faire. Genre, j'ai fait Monica et Blas, donc j'ai comme pas le choix. Il te manque Mesrine. Oui, c'est juste qu'il y a tellement... J'ai googlé vite, puis il y a tellement... Genre, il y a des livres, il y a des... Tu sais, Monica, ça m'a pris du temps de l'écrire. Ouais. Richard Blas, ça m'a pris du temps de l'écrire aussi. Il y a tellement de ressources disponibles sur ces sujets-là au Québec que ça va me prendre du temps. Je vais le faire, mais ça va me prendre du temps. Voilà. Aussi, la veille de sa mort, Blas aurait écrit 2 lettres. Une à son avocat French Shufi et une autre à Claude Poirier. Lucette Smith, la conjointe de Blas qui était là au chalet cette nuit-là, elle a confirmé qu'elle a vu Blas rédiger ces lettres-là. Elle sait qu'elles existent et elle savait qu'il y en avait une pour Claude Poirier et qu'il y en avait une pour Frank Shufi. Mais ça, ces 2 lettres-là, on ne les a jamais vues, jamais lues. Ils ont disparu, on ne sait pas où. Claude Poirier dit qu'il a essayé de les rapatrier et il n'a jamais réussi. Donc voilà. Dans les médias, tout comme Monica Lamitraille, Richard Blas a marqué le Québec et est devenu célèbre, ce qui veut dire que sa mort a entraîné plusieurs projets artistiques. Entre autres, le film que je parlais, Requiem pour un beau sans cœur, du cinéaste Robert Morin, qui est sorti avec Gilda Roy dans le rôle principal. D'ailleurs, c'est ça, le rôle principal, il ne s'appelle pas Richard Blas, il s'appelle Louis-Régis Savoie. Ah, OK. Fait que c'est vraiment inspiré c'est sa inspiré vie. de. Pas... Okay. Mais tu sais, mettons, la scène que j'ai décrite tantôt, elle aurait eu plus de sens que ce que tu as lu. Que j'ai lu, ouais. Tu sais, pourquoi le petit Yves, il aurait été accompagné d'une femme qui était la maîtresse de Jacques Mesrine? Et est-ce que Jacques Mesrine était l'homme qui était à là qui à côté? la femme parlait? On ne sait pas. Bref, à suivre dans l'épisode de Jacques Mesrine. Donc, c'est ça. C'est inspiré de la carrière de Richard Blas, le film. Et aussi, Richard Blas revient en 2005 dans la série Le Négociateur, inspiré de la vie de Claude Poirier. Et c'est qui joue Blas? Éric Lapointe. Ce que je trouve quand même drôle. Je savais pas qu'il avait déjà joué Moi non plus. dans une série. Ben, c'est ça. Très drôle. Il y a en 2020, il y a une bande dessinée aussi qui est appelée Blas, le chat sur un toit brûlant, de Jocelyn Bionnier et Michel Viau, qui est sorti. Je l'ai pas vu, je sais pas. Mais c'est quand même drôle. Donc, faute de preuves, Richard Le Chat Blas n'a jamais été accusé pour la vingtaine de meurtres qu'on le soupçonne d'avoir commis. Son corps a été enterré au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Sa mère, elle ne sera jamais capable de se remettre de la mort de son fils préféré. Elle s'est suicidée quelques années plus tard. Aujourd'hui, on continue d'en parler. Sa mort a marqué le commencement de la fin de la grande époque des braqueurs de banque montréalais. Wow! Voilà. C'était intéressant. Merci. Je le connaissais. Ben, tu sais, j'avais vu le nom parce que les gens nous avaient demandé d'en parler, mais je savais rien. Zéro. Moi non plus, je savais pas. Puis sa carrière, c'est exactement ce que Monica a fait. C'est juste que lui, il a tué plus de monde. Ouais. Parce que c'est plus un... Il était fou. Un fou, ouais. Ouais. Fou qui avait beaucoup d'agressivité à sortir. C'est pour ça que j'ai quand même hâte de travailler sur Jacques Mesrine pour voir. Je sais que là, il y en a qui doivent le connaître puis tout, puis qui doivent me crier. Mélanie, il y a beaucoup d'ensemble. Non, je sais pas, je connais pas la carrière de Jacques Mesrine encore. Mais voilà, c'est quand même des cas qui se ressemblent beaucoup. Puis moi, ma partie préférée de cette histoire-là, c'est qu'il a tenté d'utiliser le kidnapping du FLQ pour sortir de prison. Il est comme, yo, j'ai un plan. Allez me chercher le directeur. C'est sûr qu'il va dire oui. Il y a des FLQistes avec moi en prison. Tu sais, ça me fait bien rire, cette partie-là. Quand même. C'est comme, ah ouais, la crise d'octobre, la FLQ, let's go. Exploiter ça. Exploitons l'exploitation. Fait que, bref, c'était un cas vraiment intéressant à rechercher, je trouve. Vraiment. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Et Hélène va aller faire une petite sieste avant de partir sur Chalet-Tony. Bye! Bye! Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku! Bye!